On va continuer donc avec Lorenzo Guglielmetti, qui est directeur du projet NTB Project de MSF, qui va nous parler de traitement court de la tuberculose. Bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs pour l'invitation pour discuter avec vous de ces sujets passionnants qui est les nouveaux traitements courts de la tuberculose avec une question piège que je vais essayer d'esquiver au maximum du possible, c'est-à-dire c'est là un nouveau paradigme ou plutôt il s'agit plutôt des indications nichées. Je m'appelle Lorenzo Guglielmetti, je travaille pour Médecins sans frontières en France et aussi pour le Centre national de référence des mycobactéries à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et je suis aussi affilié à TBNet et au groupe de recherche sur les mycobactéries de l'ESCMID. Alors du coup, pendant cette présentation, je vais présenter encore une fois ce qu'on appelle les nouvelles molécules pour le traitement de la tuberculose, faire un petit focus sur le rifampicine et en particulier sur la rifampicine, en discutant les résultats des récents essais cliniques et surtout le nouveau traitement court pour la tuberculose sensible à la rifampicine. Je vais aussi discuter des problèmes liés à l'accès à cette molécule et je ne pouvais pas m'empêcher de présenter en quelques diapos les nouveautés aussi sur le traitement de la tuberculose MDR. Alors, ici, vous voyez un résumé de traitements et des associations de traitements développés pour la tuberculose depuis la première molécule développée en 1943, la streptomycine. Alors ici, vous voyez là où on va se focaliser pendant la présentation, c'est-à-dire au niveau des rifampicines. La rifampicine développée en 1963, suivie 2 ans après par la rifampicine et dans les années 70 par la rifabutine. Et après, par les nouvelles molécules qui ne sont pas plus aussi nouvelles que ça, c'est-à-dire prétamonide, bédaquidine et de l'amanide. Alors, les rifamycines d'abord. Alors ici, en haut, vous voyez la formule chimique de ces 3 molécules et c'est pas étonnant, elles se ressemblent beaucoup. Donc à gauche, vous avez la rifampicine, au milieu la rifabutine et à droite, la rifapentine. Alors, ces molécules représentent vraiment la pierre angulaire du traitement pour la tuberculose depuis plus que 50 ans. Et c'est vraiment la rifampicine qui a permis de développer ce qu'on appelle maintenant le traitement court de 6 mois, et ce qui est les standards of care pour la tuberculose sensible depuis longtemps. Ces molécules ont été approuvées par une autorité réglementaire aux États-Unis, c'est-à-dire l'FDA, en 1971 pour la rifampicine et en 1992 et 98 pour la rifabutine et rifapentine. Ce qui est intéressant, c'est que les évidences les plus récentes semblent indiquer que, en fait, on utilise dans la pratique courante toutes ces molécules de façon sous-dosée et qu'on pourrait effectivement augmenter leur posologie, sauf peut-être pour la rifabutine où la posologie est limitée par la toxicité. Alors, ici, il y a un tableau qui compare rifampicine et rifampicine. C'est un peu la question classique de nous cliniciens. Est-ce que la rifampicine a vraiment des avantages par rapport à la rifampicine? Alors, sûrement, la rifampicine a effectivement une CMI plus basse par rapport à la rifampicine pour Mycobacterium tuberculosis et une demi-vie beaucoup plus longue, de 15 heures par rapport à 2, qui est liée surtout aux propriétés de la rifampicine, qui est liée beaucoup plus aux protéines. Au niveau des conditions pour absorber au maximum ces molécules, ça marche un peu à l'inverse. La rifampicine, on sait tous que c'est mieux de la donner à jeun, et donc sans nourriture. Par contre, la rifampicine, pour être bien absorbée, il faut la donner avec la nourriture et possiblement des aliments gras. Par rapport aux interactions entre les deux, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence. Donc, toutes les deux sont quand même des inducteurs assez forts des enzymes hépatiques. La rifampicine pourrait avoir un petit bénéfice, un petit avantage par rapport à la pénétration dans les cavernes pulmonaires, alors que c'est la rifampicine qui a plus de pénétration intracellulaire. La conclusion de tout ça, malheureusement, on ne sait pas ce que ça veut dire ce que tout cela veut dire au niveau clinique, parce qu'il n'y a pas de ces cliniques qui comparent directement ces deux molécules.
Et ici, on va du coup discuter les essais cliniques qui incluent la rifampicine. Donc il faut savoir qu'au début, la rifampicine est utilisée surtout aux États-Unis et l'intérêt de ces molécules était plutôt ciblé pour des traitements intermittents. Donc c'était pour offrir une alternative, pas tous les jours, pas aux traitements classiques qui sont à prendre tous les jours. Ensuite, avec le temps, les caractéristiques PK/PD assez intéressantes de la rifampicine ont fait penser que cette molécule pouvait être utile pour raccourcir la durée des traitements pour la tuberculose. Donc, pour l'ITL, voilà ce qu'on voit là dans cette diapo. Pour l'ITL, il y a déjà 2 traitements recommandés par l'OMS qui représentent les traitements les plus courts pour la tuberculose latente, c'est-à-dire un traitement de 3 mois, isoniazide rifampicine donné de façon hebdomadaire pendant 3 mois, et un traitement d'un mois seulement qui a été qui comprend isoniazide et rifampicine donné tous les jours. Et cela a été démontré assez récemment dans un essai clinique publié en 2020 dans une population de personnes affectées par la tuberculose et les VIH. Donc, la rifampicine, c'est déjà la base pour le traitement le plus court pour l'ITL. Donc, par rapport à la tuberculose sensible à la rifampicine, il y a eu une étude qui a été publiée en 2021 dans le New England Journal of Medicine, l'étude 31, qui essayait justement de répondre à la même question: est-ce que la rifampicine peut permettre aussi de raccourcir le traitement pour la tuberculose sensible? Donc, il s'agissait d'une étude de phase 3 randomisée, contrôlée, en ouvert, avec un design de non-infériorité et une taille d'échantillon de 2500 patients, qui comparait au traitement standard, donc les comparateurs de 6 mois classiques, 2 bras expérimentaux, donc un bras où la rifampicine était remplacée par la rifampicine donnée à une dose fixe de 1200 mg, donc à peu près 20 mg kg, ce qui est une dose élevée, donc double de la dose qui était utilisée normalement, c'était la même dose que pour la rifampicine, donc 10 mg kg. Et un troisième bras, un deuxième bras expérimental où, en plus de la rifampicine, il y a aussi de l'amoxifloxacine qui remplace l'éthambutol dans la phase d'attaque, mais aussi continuer dans la phase d'entretien, les deuxièmes 2 mois. Ici, bon, il y a un diagramme de consort. Clairement, je suis conscient que vous allez pas pouvoir déchiffrer ce qu'il y a dedans, mais l'objectif, c'est juste de montrer que la taille d'échantillon ciblée a bien été atteinte, avec à peu près 800 patients inclus dans chaque bras, et une perte dans les populations d'analyse, c'est-à-dire la population MITT et per protocole par rapport au total des patients randomisés, qui était tout à fait raisonnable, à moins de 10% de perte. Donc ici, vous avez un résumé des résultats de l'essai clinique. Donc par rapport à l'efficacité d'abord, alors les bras 3, rifampicine, moxifloxacine, a montré la non-infériorité par rapport au bras de contrôle et par rapport au seuil préétabli de non-infériorité de 6,6% dans les 2 populations d'analyse, MITT et per protocole. Et c'est là en raison d'un taux de issue défavorable à 1 an après randomisation de 15,5%. Vous voyez ici en haut, contre 14,6 dans les bars contrôle. C'est là dans la population MITT, en tout cas une différence assez limitée. Par contre, les bras avec rifampicine seul n'a pas atteint la non-infériorité en ayant un taux de issue défavorable plus élevé qui était de presque 18% dans la population MITT. Alors, si on regarde en bas, on a ici les taux de effets indésirables de grade 3 ou supérieur, et c'est là tout à fait comparable entre les bras rifampicine, moxifloxacine et les bras contrôle. Donc, en résumé, pour la première fois, il s'agit quand même d'un résultat majeur parce que c'est la première fois qu'un traitement de 4 mois montre la non-infériorité par rapport au traitement standard pour la tuberculose sensible à la rifampicine. Et cette conclusion tient, je ne le montre pas ici, mais tient à travers de plusieurs analyses de sous-population et analyses de sensibilité. Et globalement, la tolérance de ce 2 traitements est tout à fait comparable, y inclut la tolérance hépatique.
Et ici, il y a les courbes de Kaplan-Meier qui montrent un peu la différence en termes de issues défavorables entre, si on regarde surtout la courbe en bleu, le bar control, et en vert, les barres rifapentine, moxifloxacine, on voit qu'en gros, et les courbes avancent assez, de façon assez parallèle et se décrochent au niveau, à partir du sixième mois. Donc, c'est les 6 mois, entre les mois 6 et les mois 12 après randomisation, où il y a une différence, il y a plus de rechutes dans les barres rifapentine, moxifloxacine, même si cela n'est pas une différence assez grande pour empêcher d'atteindre la non-infériorité. Donc, avec ces résultats, l'OMS assez rapidement a recommandé ces traitements de 4 mois comme possible alternative pour le traitement de tous les patients en conditions programmatiques atteints par tuberculose sensible à la rifampicine. Voilà, on va discuter du coup la question qui vient juste après. Donc, quel est l'accès à cette molécule qui n'est pas du tout nouvelle. Donc, et ici, je prends l'excellent travail de Treatment Action Group pour faire quelques remarques. Donc, d'abord, l'accès à la rifampicine est plutôt bas au niveau global par rapport au traitement pour l'ITL, mais c'est très bas par rapport au traitement de la tuberculose sensible. Néanmoins, il y a du progrès parce que United a pris des accords avec deux nouveaux producteurs, MacLeod et Lupin, pour la production et l'approvisionnement de cette molécule dans 138 pays, surtout des pays à endémie élevée de tuberculose. Et c'est là pour une nouvelle association avec 300 mg d'isoniazide et 300 mg de rifapentine dans le même comprimé, et pour des comprimés de rifapentine seul de 300 mg. Ce qui permettrait, par exemple, pour le traitement pour l'ITL, d'avoir de traitements de 3 comprimés par semaine pendant 3 mois ou 2 comprimés par jour pendant un mois. Donc, tout à fait faisable pour les patients, je crois, et avec des coûts qui varient entre 14 et 20 dollars pour un traitement complet pour l'ITL. Alors, néanmoins, les prix pourraient encore diminuer considérablement, surtout s'il y aura assez de demandes. Ce qui manque clairement, c'est des traitements, des combinaisons de traitements à dosage fixe pour le tuberculose sensible et des formulations pédiatriques. Alors la situation en Europe, par contre, est assez tragique. Ça, c'est le résultat d'un questionnaire qu'on a envoyé avec TBNet, qui est un réseau de recherche européen, un travail qui a été publié dans CMI en 2022 et qui a été leadé par Gunnar Günther. Et avec un questionnaire, du coup, on a vu que en demandant aux cliniciens qui traitent la tuberculose en Europe, comme prévu, il y en a très peu qui ont accès à la rifapentine en ces moments. Donc une situation qui est assez inquiétant parce que la rifampicine est quand même parmi les molécules, les médicaments essentiels pour l'OMS et désigné aussi comme médicament orphelin par la Commission européenne, ce qui a donné des avantages aux producteurs en Europe, c'est-à-dire Sanofi, qui n'a néanmoins jamais enregistré cette molécule avec l'EMA. Et c'est là, même s'il y a eu, par exemple, en 2016, une lettre signée qui demandait justement ça, signée par des organisations qui s'occupent de la tuberculose au niveau de 14 pays en Europe. Donc, par rapport à cela, on a du coup écrit une lettre qui a été publiée sur l'IRJ cette année en 2022, où on demandait justement à Sanofi de faire des efforts pour enregistrer la molécule en Europe, à l'EMA. Et cette lettre a été signée par TBNet et par des sociétés savantes européennes, notamment la Société des infectiologues et des microbiologistes européens, la Société des pneumologues européens et la Société des mycobactériologies européennes. Et il y a eu aussi un commentaire par Masini et collaborateurs, un commentaire de l'OMS, spécifiquement du programme global de la tuberculose de Genève, qui a écrit au même journal pour confirmer que la rifampicine est quand même une composante primordiale comme importance du traitement pour la tuberculose latente et active, et que tous les efforts pour avoir accès à cette molécule, notamment en Europe, devraient être faits. Donc voilà, on est là, c'est le moment d'essayer de répondre à la question dans le titre de ces topos.
Donc, alors est-ce un nouveau traitement, un nouveau paradigme, pour tous les patients? Alors d'abord, le premier problème qu'on a vu, c'est déjà avoir accès à la rifampicine. Ensuite, il y a le problème du nombre de comprimés. Il s'agit d'à peu près 11 comprimés par jour en ce moment pour la tuberculose, traitement de la tuberculose sensible qui ne semble pas très raisonnable, au moins pendant la phase d'attaque. Il y a un vrai problème de manque de formulation pédiatrique et aussi de défis d'implémentation parce que comme il y a de la moxifloxacine dans ces traitements, il faut aussi mettre en place un dépistage systématique avec de tests moléculaires rapides pour dépister la résistance au quinolone. Et cela n'est pas fait pour tous les patients et surtout pas dans tous les contextes. Et en plus, il y a une petite inquiétude par rapport au taux de rechute qui a été plus élevé qu'on a vu dans le bras expérimental par rapport au bras contrôle, mais cela a été considéré comme acceptable selon le seuil de non-infériorité. Donc, en conclusion, ces traitements semblent particulièrement intéressants, par exemple, dans certaines populations un peu mobiles comme les migrants ou dans des groupes qui sont particulièrement à risque pour avoir une adhérence au traitement plus basse. Et sinon, on pourrait aussi poursuivre une approche révolutionnaire qu'on ne fait pas trop dans la tuberculose, c'est-à-dire demander effectivement aux patients eux-mêmes quelle est leur préférence en leur expliquant les pour et les contre de ces traitements par rapport au traitement standard. Alors, du coup, je prends, quelques minutes en fin de présentation pour discuter de la tuberculose, multirésistante parce que là, ici, il y a eu des avancements, tout à fait incroyables, pendant, les dernières années et c'est la grande révolution, vient surtout dans l'essai clinique, en particulier l'étude, TB Practical, un essai clinique de phase 2-3 randomisé et contrôlé et promu par Médecins sans frontières qui a montré qu'un traitement de seulement 6 mois avec bédaquiline, prétomanide, linezolide et moxifloxacine était non inférieur au bras contrôle standard, c'est-à-dire un traitement long individualisé de 18 mois, et même supérieur dans la population MITT, comme vous pouvez voir dans cette image. Donc cet essai clinique qui avait une taille d'échantillon ciblé de 630 au départ a en effet été interrompu précocement par leur DSMB, donc les comités de suivi de l'essai clinique, car clairement il y avait un avantage assez évident par rapport dans le bras expérimental par rapport au bras contrôle. Et en fait, on peut le voir ici si vous regardez dans les taux de succès dans la population MITT, qui était de presque 90% dans le bac expérimental, donc vraiment excellent, contre peu plus que 50% dans le bac contrôle, donc très bas. Et donc c'est cela qui a amené les comités de suivi à arrêter les traitements de façon précoce. Donc les résultats de cet essai clinique associés à d'autres essais non contrôlés, notamment les essais NIX et ZINIX, ont amené l'OMS à faire sortir, pour l'instant, c'est pas des recommandations complètes, c'est plutôt une communication rapide, mais qui va être suivie par de recommandations finales, probablement avant la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. Et ces nouvelles recommandations introduisent pour la première fois la possibilité et même la recommandation de traiter tous les patients avec une tuberculose MDR ou résistante à la rifampicine avec ces traitements de 6 mois avec l'association qu'on a vue auparavant. Pour tous les patients adultes, donc de 15 ans ou plus, sans résistance ou pas traités précédemment avec ces molécules. Et c'est là même pour la sous-population de patients pré-XDR, c'est-à-dire avec une résistance à la rifampicine, mais aussi une résistance au quinolone. Parce que dans cette population, on pourrait utiliser les traitements sans la moxifloxacine et ça semble efficace aussi sur la base des autres 2 essais non contrôlés. Donc, effectivement, si on repose la même question, là, il s'agit probablement d'un nouveau paradigme, dans le sens que, en tout cas, l'OMS conseille d'utiliser ces nouveaux traitements pour tous les patients, sauf contre-indication. On a vu rapidement, il y a quelques contre-indications, mais pas grand-chose. Alors, il y a toujours un problème d'accès aux prétomalides. Donc, même en Europe, on va pas en parler aujourd'hui. On pourra peut-être en discuter. C'est tout à fait pas simple, par exemple en France, mettre les mains sur le prétomalide aujourd'hui.
et c'est très cher d'ailleurs. Ensuite, les niveaux d'évidence, c'est quand même très bas parce il s'agit justement d'un seul essai randomisé contrôlé des phases 3, d'autres essais mais pas contrôlés, donc globalement un niveau d'évidence qui est très bas. Un traitement qui alors n'est pas encore recommandé pour les enfants et les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, parce que, à cause du prétomanide, pour lequel on n'a pas des données, sur la tolérance dans ces populations, donc il faudra du temps pour avoir des données là-dessus. On ne connaît pas trop encore quelle est la meilleure posologie pour l'inésolide. L'OMS conseille 600 milligrammes pour tout le monde, mais on sait qu'il y a quand même encore beaucoup de toxicité liée à cette molécule, à ces posologies-là, et encore une fois, le niveau d'évidence n'est pas optimal là-dessus. Et ensuite, dernier problème, il y a quasiment pas d'évidence randomisée et contrôlée pour la population pré-XDR. Donc, il y a très peu de patients inclus dans Practical qui avaient aussi une résistance au quinolone. Donc, même si l'OMS recommande, basé sur les études Zinix et Nix, d'utiliser Bipal, c'est-à-dire bédaquiline, prétomanide, linezolide, chez ces patients, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parce que, bon, d'abord, on ne sait pas trop à quel point ça va marcher, et il y a quand même des inquiétudes sur la possibilité de développer des résistances en utilisant que 3 molécules efficaces. En conclusion, bien sûr, c'est vraiment une avancée remarquable qui permet de réduire dans un tiers la durée du traitement pour la tuberculose résistante à la rifampicine. On attend, et il y a beaucoup d'autres essais cliniques qui sortent en ce moment et qui sont en cours, donc on attend d'avoir plus d'évidence, surtout sur la population de patients avec une résistance au quinolone et pour les enfants et les femmes enceintes. Voilà, avec ça, j'ai conclu ma présentation, mais je serai parmi vous pour répondre à toutes questions et j'ai hâte de discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lorenzo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour Emmanuel Mortier. Une question, en fait, sur le terrain avec le GeneXpert, on a finalement des souches qui sont uniquement résistantes à la rifampicine et on n'arrive pas vraiment à faire plus en pratique. Donc ça veut dire que maintenant, on peut passer d'un schéma de 9 mois à un schéma à 6 mois, c'est ça pratiquement? Du coup, vous faites référence au schéma de 9 mois avec bédaquiline, voilà, qui était développé par l'Union, oui. exactement, qui était déjà recommandé. Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, il y a deux options. En vrai, il y a l'option pour tous les cas, et ça va être dans les nouvelles recommandations de l'OMS, donc je ne pense pas trop, mais sans doute il y aura les deux options. Donc une préférence pour faire des traitements courts, en tout cas pour les patients qui n'ont pas de contre-indications, donc avec l'option de 6 mois, probablement la préférée, 6 mois avec bédaquiline, prétomanide, linezolide, moxifloxacine, donc le traitement bipalme. Ou bien l'alternative 9 mois avec les 7 médicaments, la bédaquiline. Voilà, mais c'est un traitement qui est quand même plus compliqué et un peu plus long. Donc entre les deux, probablement ma préférence, ça va être pour le Bepalm. Merci pour le topo. Il y a une préoccupation avec le traitement court à 4 mois où on utilise les quinolones dans les tuberculoses multisensibles. Là, c'est qu'au prix quand même de beaucoup plus de cachets et d'un plus haut risque d'échec quand même si c'est pas significatif, on va utiliser l'argamanu, une classe d'antibiotiques qui sélectionne facilement les résistances et qui est assez précieux pour les tuberculoses MDR. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour gagner un tiers de durée de traitement qui n'est pas le plus lourd puisque c'est isoniazide rifampicine, d'exposer toutes les tuberculoses sensibles à 4 mois de quinolone alors que finalement ils n'ont pas de résistance? Non, excellent commentaire, mais c'est un peu, je suis tout à fait d'accord. C'est pas, je pense que ça reste controversé. Alors l'OMS recommande les deux, donc il y a pas une préférence spécifique. Je pense qu'on voudrait quand même avoir, par exemple en Europe, avoir accès à l'ifopantine. On voudrait que tout le monde ait accès à cette molécule pour pouvoir avoir accès à cette option. Après,
quand il faut l'utiliser ou pas, ça c'est vraiment à réfléchir parce qu'effectivement il y a, à ces moments en tout cas, il y a une charge de comprimés à prendre tous les jours. Je pense que c'est vraiment pas très acceptable par les patients. Mais même si on avait des combinaisons fixes, je pense qu'il faut, donc il y a quand même des risques liés à l'utilisation de quinolone. Donc en tout cas, il faut avoir accès à des tests de sensibilité, en routine, tests rapides aussi. Et sans cela, je pense que ça serait très dangereux de les donner de façon routinaire. Donc ça peut être une option pour certaines populations ou peut-être, voilà, si on a les deux options, donner aussi la possibilité aux patients de avoir une option en plus pour individualiser un peu le traitement. Mais effectivement, c'est pas du tout comparable à l'évolution qu'on voit dans la tuberculose MDR. Clairement, là, c'est vraiment une nouvelle époque. Là, c'est un petit pas, mais voilà, on peut tous un peu partager. J'avais une question, mais tu viens d'y répondre sur finalement, est-ce que tu penses que c'est le nouveau paradigme ou est-ce que c'est une indication nichée? Donc je ne la pose pas. Par contre, sur l'accessibilité à la rifapentine, j'ai vu sur ta carte qu'il y a 2 ou 3 pays européens qui ont accès. De mémoire, la Suède et le Portugal et je ne sais plus trop quel autre. Est-ce que tu sais comment ils font quand on voit les difficultés qu'on a ailleurs, et notamment en France, pour supplier Sanofi de lâcher sa molécule? Oui, non, en fait, après on s'est renseigné effectivement auprès de ces pays. À ma connaissance, finalement, c'est pas vraiment accès comme on l'entend nous, c'est-à-dire avoir accès pour tous les patients de façon programmatique. Ils ont juste eu la possibilité d'emporter des médicaments pour des patients spécifiques avec un usage espèce compassionnel, ce qui n'est pas vraiment une voie qu'on peut parcourir partout, ou pas de façon programmatique en tout cas. Donc en gros, il n'y a pas de solution. Ils sont arrivés à avoir accès pour quelques dizaines de patients, en faisant une demande spécifique. Donc en gros, il n'y a pas vraiment d'accès, il n'y a pas de solution pour l'instant, ni même de porte ouverte pour pouvoir utiliser la rifapentine tant qu'elle n'est pas enregistrée avec l'EMA. Et comme Sanofi ne fait pas les démarches, n'a pas intention de faire les démarches pour l'enregistrer, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on peut résoudre le problème. Et en dehors de Sanofi, il y a d'autres labos qui produisent la rifapentine? Oui, du coup, oui, je mentionnais les 2 autres labos qui produisent maintenant la rifapentine. Mais il y a toujours le même problème pour eux, pour les marchés européens. Alors, je suis pas un expert, mais j'ai discuté avec beaucoup d'experts sur ces sujets. Et apparemment, c'est très compliqué parce qu'eux aussi, ils pourraient, pour pouvoir produire sur les marchés européens la rifapentine, il y a des demandes assez compliquées par l'EMA, notamment répéter un autre essai clinique avec le produit générique, tant que comme la rifapentine n'est pas enregistrée. Donc, pour pouvoir l'apporter, il faudrait qu'il se charge aussi de répéter un essai de phase 3, ce qui est complètement inimaginable. Donc là aussi, il n'y a pas trop de possibilités pour l'instant. C'est un peu déprimant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je ferais juste une petite remarque. Je trouve que quand même, en termes de stratégie de santé publique pour le traitement de l'infection tuberculose latente, à 1 mois, je trouve que ça nous donnera peut-être plus envie d'aller rechercher cette infection tuberculose latente, parce que c'est vrai qu'on est parfois un peu embêté de proposer aux patients un traitement de 3 mois alors qu'il est complètement asymptomatique. Donc, en termes de santé publique, ce sera peut-être intéressant de pousser là-dessus. Voilà. Oui, juste, je suis complètement d'accord. Je pense que ça devient faisable. Pour la première fois, 1 mois, ça devient quelque chose qu'on peut vraiment proposer aux gens avec l'espoir qu'ils arrivent au bout du traitement. Mais du coup, là aussi, on a vraiment besoin de cette molécule parce que là, par contre, il n'y a vraiment pas d'autre option. Avec la rifampicine, on est encore à 4 mois au minimum. Donc. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session.